Voilà pour les faits. Général Paloméros, on livre des mines antipersonnelles, la France autorise les missiles à longue portée. On a l'impression qu'il y a la course à l'abîme en réalité. Est-ce que vous êtes inquiet? Non, il y a deux camps qui s'affrontent et nous soutenons le camp de la liberté, de la démocratie, si je puis dire. Et nous avons choisi une stratégie qui est cette stratégie inédite, en quelque sorte, de soutenir... C'est pas rassurant, ce que vous me dites. La stratégie inédite... C'est une stratégie inédite dans la mesure où qui aurait pu imaginer qu'un jour, pas moi en tout cas, on aurait pu se retrouver dans cette situation où nous allions fournir les armements, et les meilleurs armements, on parle des missiles de croisière en particulier, on peut parler d'autres armements, à un pays pour se défendre sans s'investir nous-mêmes et en assumant quelque part une partie des risques, mais sans engager d'hommes sur le terrain. C'est un scénario inédit. À partir de là, je crois que la meilleure stratégie, c'est de maintenir cette stratégie, parce que sinon, vous évoluez au fil du vent, et il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où aller. Je sais, mais Général, vous dites que nous considérons comme non belligérants. C'est pas ce que pense Vladimir Poutine, et vous le savez parfaitement. Lui, il dit, je me donne le droit de frapper les pays qui me frappent. Voilà. Donc c'est un peu à géométrie variable, en fait, notre raisonnement. Il nous considère comme il le souhaite. Je veux dire, ce qui compte, nous, c'est qu'on soit conscient que l'Ukraine a des besoins, que l'Ukraine développe une stratégie, qu'on essaye de s'entendre au maximum sur les termes de cette stratégie et qu'on essaye de lui fournir, quand elle en a besoin, les armements dont elle a besoin. Après, évidemment, comme toute guerre, il y a des évolutions, on essaye de s'adapter. Nous, Européens, je dirais, d'une manière générale, et en France en particulier, on a des marges de manœuvre très faibles en la matière. Ce n'est pas une découverte. On n'est pas préparé, je l'ai déjà dit sur ce plateau, et je ne suis pas le seul, à une guerre de haute intensité et de longue durée. D'ailleurs, très peu de pays le sont. Peut-être les États-Unis, encore ça reste à démontrer, tout dépend de l'ampleur de la guerre, mais, et du nombre de théâtres, parce que les États-Unis, leur problème, c'est le nombre de théâtres. Mais nous, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, on donne des armements. Moi, mon sentiment, c'est que comment dirais-je, l'autorité et la liberté d'emploi de nos missiles de croisière, on l'avait déjà donné. Alors bon, maintenant, ça revient sur le tapis. Je crois qu'on n'en aurait pas parlé depuis le départ. Ça, c'est un peu à cause du fait des Américains. Je pense que, honnêtement, ça serait passé dans le brouillard de la guerre. Hein. Oui, mais là, ça ne passe pas dans le brouillard de la guerre. Oui, mais on a tiré, regardez, on a quand même tiré avec des scalps sur le QG, l'état-major de la flotte de la mer Noire. C'est pas rien. Vous avez entendu un bruit? Non. Eux, ils l'ont entendu pour le coup. Etc. On a tiré sur des bâtiments majeurs de la flotte de la mer Noire. Donc, moi, je crois que ces lignes rouges, si vous voulez, à partir du moment où une stratégie, peu importe, l'adversaire ne doit pas nous fixer ces lignes rouges. C'est ça. On doit forcer notre destin quelque part. Mais ça repose effectivement sur un contrat de confiance avec les Ukrainiens qui, à mon avis, le respectent, c'est-à-dire qu'ils respectent les droits de la guerre, tout simplement. Et un échange sur le ciblage. Hein, c'est ça. Ces armements n'ont de sens que si on fait du ciblage qui s'inscrit dans une stratégie. Les dépôts de munitions, les quartiers généraux, quelque chose qui a un sens, une valeur militaire. Alors, Louis Dragnel, une question, ensuite Éric. Mon général, le fait d'autoriser donc, les Ukrainiens à utiliser ces missiles Scalp pour frapper sur le territoire russe... Éventuellement, ou pas, oui. Mais en tout cas, c'est une possibilité nouvelle qui est offerte aux Ukrainiens. En utilisant, en quelque sorte, l'ultima ratio des armes conventionnelles, quel est le message que la France veut envoyer à la fois à la communauté internationale et puis à Vladimir Poutine? C'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans notre soutien à l'Ukraine. Et les lignes rouges qu'on s'était fixées créent une ambiguïté et une véritable dissymétrie pour les Ukrainiens. Maintenant, ne leurrons personne, ça ne va pas changer profondément, profondément. Mais ça augmente l'engrenage. C'est-à-dire que ça permet aussi à Vladimir Poutine de hausser le ton et d'expliquer que désormais, par exemple, la France peut faire l'objet d'une frappe de la part de la Russie. J'ai l'impression, si vous voulez,
on s'alimente nous-mêmes, oui, mais de toute façon, M. Poutine alimente lui-même l'engrenage. C'est lui qui est en train de détruire l'économie, les vies, l'Ukraine. Il est en train de l'annihiler, en quelque sorte. Il voulait la neutraliser d'emblée dans cette guerre. Il y arrive progressivement, c'est vrai. Mais vous savez, il peut prendre absolument n'importe quel prétexte pour escalader. N'importe quel prétexte, c'est le bon. Donc, continuons, je l'ai dit tout à l'heure, notre stratégie, assumons-la. Et je trouve que les Américains l'ont pas forcément bien assumé, et ça, c'est dommage. Et qu'il a fallu cette fin de règne de l'équipe Biden pour que ce soit le cas. Ils ont donné des HIMARS. Ils ont donné... OK. Et ils n'ont pas tout donné, d'ailleurs. Ça aussi, c'est une ambiguïté. Oui. Ils ont dit qu'ils allaient donner, mais au bout du compte, quand on interroge les Ukrainiens, le compte n'y est pas. Hein. Le compte n'est pas bon. Le côté français non plus. Alors, Éric Revel, une question en général. Derrière toutes ces armes, il y a des mécano-industriels, il y a des très hautes technologies. On assiste aujourd'hui au dépeçage du groupe Atos, avec la vente, sans doute à l'État français, de ce qu'on appelle les supercalculateurs utiles à la dissuasion nucléaire. Mais il y a toute une partie d'armement, je pense notamment au système de communication du Rafale, qui appartient à Atos et qui va être mis aux enchères, et que peut-être une entreprise privée, si ce n'est pas Thales ou Dassault, peut récupérer. Est-ce que ça, pour l'avenir d'efficacité de l'ère française, ça vous inquiète ? C'est la définition, vous parliez de l'industrie juste avant que je rentre sur ce plateau. Moi, je suis évidemment un fervent défenseur de l'industrie du futur aussi, et de tout ce que ça apporte comme valeur, et en particulier l'industrie d'armement. Il est clair que lorsqu'on oublie ce qui constitue des centres de gravité, des centres stratégiques d'activité, on est pris par le temps et on est pris par la dure réalité. Souvenons-nous de l'affaire d'Alstom, souvenons-nous d'Alstom, du nucléaire. Oui. Et Atos, c'est pour ça qu'il y a des travaux en ce moment, et on va les laisser dans la confidentialité de ceux qui sont en train de les traiter. Mais pour que ça reste à la France, c'est ça. Ce qui est à vendre aussi, c'est le système de commandement des forces armées françaises. Général Paloméros. C'est à vendre aux enchères. J'espère et je pense que ça ne sera pas le cas. J'ai toute confiance dans les hommes et les femmes qui sont en train de traiter ce dossier, qui n'a que trop attendu, c'est vrai, ça c'est la vérité. Quand on est acculé, on a beaucoup plus de mal à faire des choses intéressantes et intelligentes que lorsqu'on se donne le temps. Et Atos n'était pas en très bonne santé depuis longtemps. Bon, ok, dont acte, on a attendu. Mais je pense que c'est en train de se remettre en ordre. Ça a un prix. C'est vrai, l'autonomie stratégique, ça a un prix. Ça, personne ne dira le contraire. Et il faut bien définir quels sont ces axes d'autonomie stratégique. On parle beaucoup de la guerre, de l'autonomie stratégique. On parle de tanks, d'avions. En réalité, ce que l'avenir de la guerre, ce n'est pas les drones, Général Paloméros. On voit l'utilisation des drones en Ukraine. Est-ce que demain, il ne s'agira pas plutôt d'une guerre des drones qu'une guerre des tanks ou des avions ? Quand on voit, c'est impressionnant en fait, le travail des drones. Il se trouve que j'ai défendu cette capacité de drone il y a bien longtemps maintenant, au début des années 2000. Donc je ne suis absolument pas surpris. Les gens qui étaient avec moi le savent. Je suis absolument pas surpris. Ce qui est surprenant, c'est l'innovation. C'est la véritable innovation au service des combattants. C'est ce que vivent les Ukrainiens et ils sont en train de nous donner une sacrée leçon. Et cette innovation, on sait qu'elle est là à portée de main, mais il faut se déshabiller un peu des habits anciens pour revêtir ce nouveau mode de pensée où on définit pratiquement les capacités en fonction du besoin. C'est assez extraordinaire. Et donc, bien sûr, et il y a évidemment toute médaille à son revers, il faut aussi s'en protéger. Et ça, c'est toujours le plus difficile. On analyse bien les besoins dont on a besoin, qui pourraient satisfaire. Et j'espère que ça va d'ailleurs entraîner une transformation dans l'acquisition de nos capacités. C'est ça la vraie leçon du préserver quelques vies. Rachel Kahn, une question ? Oui, j'avais une question, colonel. Par rapport à... Général. Pardon. Alors là, coup de pression sur Rachel Kahn, là. Alors là... Pardon pour l'affront. Non, mais c'est par rapport à l'ONU. Évidemment, son objectif, c'est de tendre vers la paix et de mener des opérations, justement, de maintien de la paix. Et par rapport à la situation en Ukraine, par rapport à la Russie, comment vous prenez les prises de parole du secrétaire général par rapport à cette situation ? Et notamment, le fait qu'il martèle sur la désescalade. Si vous voulez, je ne sais pas, mais
cet homme-là a de grosses responsabilités, on le sait, mais il faut qu'il prenne conscience que la guerre, c'est la guerre, quoi. Et la guerre, si on veut la gagner, je ne dirais pas qu'on peut la gagner par tous les moyens, il y a un code de conduite, mais il se trouve qu'on redécouvre qu'un certain nombre d'armements peuvent changer le cours des choses. Et les mines en font partie. Souvenons-nous de la ligne sur Viking. La fameuse ligne qui a arrêté la contre-attaque ukrainienne, c'était un minage extraordinairement dense, comme on n'en a pas vu même pendant les 2 premières guerres mondiales. Et c'est ça qui a arrêté, qui a stoppé vraiment net les Ukrainiens. Donc, il y a un moment donné où les décisions du temps de paix, quand on est tranquillement assis dans son fauteuil à l'ONU, et la réalité sont confrontées. Le tout, c'est l'emploi qu'on fait de ces armements. Mais c'est vrai pour les armes à sous-munitions aussi. Si les attaques MS sont aussi efficaces, c'est parce qu'ils ont des bombes à sous-munitions. Et c'est ça qui fait le boulot. Donc voilà, oui, on ne peut pas émettre des règles de temps de paix et puis le jour de la guerre se dire c'est dommage qu'on n'en ait pas, quoi. Merci, Général Paloméros, d'être venu ce soir dans Punchline. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Bonsoir, Pierre.